Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués avec ce changement d'heure, en tout cas le soleil est avec nous et ça nous met de bonne humeur et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. Ce soir, nous allons parler gourmandise avec la Maison Gus, représentée par Jérémy Coltier. Puis nous échangerons dans la seconde partie de l'émission avec Sébastien Guinet, qui nous présentera le restaurant L'Atelier d'Élise à Aix-les-Bains. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre venue dans nos studios. Vous vous connaissiez avant l'émission ou... Absolument pas, non. Pas du tout. Et ben voilà, Radio Grand Lac, c'est aussi ça, c'est aussi des rencontres. Donc pour cette première partie, on va commencer avec vous, Jérémy. Donc avant de vraiment parler de votre activité, j'aimerais que vous vous présentiez un peu votre parcours. Eh bien, c'est assez simple. J'ai 55 ans. J'ai une fille de 19 ans. J'habite Bourdeaux et j'ai un passé professionnel qui s'est effectué globalement une trentaine d'années dans l'agroalimentaire. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir sur moi. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'agroalimentaire ? J'avais un métier un peu particulier. Je suis ce qu'on appelle un spécialiste de l'œuf. Mon métier était de faire pondre des poules. D'accord. Ok, c'est original. C'est assez original, prenant et travail du vivant, c'est pas toujours simple, mais mon métier était de choisir les bons poussins, les mettre dans les meilleures conditions possibles pour les emmener le plus loin possible et les faire pondre au mieux possible. D'accord, ça a un peu un lien avec votre activité aujourd'hui, si on peut dire. On va en parler un peu plus après, mais... Alors ça a effectivement un lien parce que quand on veut savoir ce qu'on doit faire de l'œuf, on doit également se diriger vers les utilisateurs de l'œuf. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance, quand j'étais très jeune, de travailler dans des biscuiteries pour savoir ce que les gens faisaient de l'œuf. Et quand j'ai dit biscuiterie, plutôt biscuiterie industrielle. Et j'ai rencontré à l'époque des gens incroyables qui me parlaient de leur métier avec une passion. Bon, moi, j'avais à peine 20 ans. Je voyais des gens de 55, de mon âge aujourd'hui. Je les vieux, c'est bizarre. Ils parlent d'un truc comme si... ils venaient de découvrir les choses, donc ils avaient des gens hyper passionnés. Et déjà à l'époque, j'avais été attiré par cette passion du métier, l'envie de fabriquer des choses. Mais malgré tout, j'ai continué mes études et je suis rentré dans la vie qui m'était destinée, celle qui était proche de l'œuf et de l'environnement de l'œuf, quoi. D'accord. Et puis il y a un lien aussi, l'univers du biscuit que vous avez découvert assez jeune, du coup. Oui, alors peut-être que mon envie de faire des biscuits vient de là. Je pense qu'il n'y a pas que cette origine. Je pense qu'il y a une origine mêlée entre effectivement ce passé rencontré dans la biscuiterie, pâtisserie, boulangerie industrielle, et puis cette volonté aussi de vouloir partager. Bon, moi j'ai des origines italiennes avec une mère et une grand-mère très possessives et qui avait toujours très envie qu'on mange énormément et toujours envie, on était toujours beaucoup à table et quand t'avais pas pris 2 fois de l'entrée, 2 fois du plat puis 3 fois du dessert, c'est que t'étais malade et que t'avais pas bien mangé, quoi. Ah d'accord. Donc non, cette envie de partage, elle est, je pense qu'elle vient surtout de là. Elle est importante pour vous. Alors, comment a commencé l'histoire de la Maison Gus ? Eh bien, l'histoire de la Maison Gus, elle s'est présentée presque toute seule. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que je pense que c'est 2 facteurs combinés. Mon envie de changer de métier, déjà. J'avais un métier passionnant, prenant, mais je pense que j'étais arrivé un peu au bout et j'avais envie de changer. J'ai quitté mon métier et mes anciens collaborateurs avec aussi un peu de peine, mais devant moi, j'avais plein de choses à faire et je sais pas encore quoi. Donc quand je suis parti de l'entreprise et quand j'ai décidé de partir, je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de projet. Il y avait absolument pas de projet. Ah ouais. J'avais juste envie de changer et puis de prendre un peu de recul pour me dire bon, je vais faire quoi. C'est la barrière des 52, 53 ans. Tu te dis si c'est pas maintenant, ça sera plus jamais. Et puis j'avais plusieurs pistes. Mes parents ont été restaurateurs pendant 40 ans. Il y a aussi ça qui fait que le partage est quelque chose d'important pour moi. Et bon, j'avais tout simplement écrit sur une liste 6-7 points que j'aurais bien aimé faire
dans mes 10-15 ans à rester à travailler. Et dedans, il y avait la biscuiterie. Donc j'ai tout simplement fait une étude de marché, regardé un peu comment se comportait le marché, ce qu'il y avait à faire, est-ce qu'il y avait la possibilité de se placer sur ce marché. Puis j'ai regardé également les autres possibilités, et puis je suis revenu à la biscuiterie parce que je pense que il y a rien de plus, je vais pas dire plus beau, mais en tous les cas, il y a rien qui donne plus de joie de faire goûter un de mes biscuits à quelqu'un et juste de voir le sourire et ce partage, de se dire tiens, t'as provoqué quelque chose d'agréable, et ça vaut de l'or, quoi. On revient, oui, à cette notion de partage, du coup, qui est importante pour vous. Je pense que c'est un peu l'air de la guerre. Et puis l'envie dans cette biscuiterie de faire aussi des choses, c'est un peu notre adage ou notre baseline, c'est on veut faire simplement du vrai, du simple et du bon. Sans trop de chichi, avec des matières premières le plus locales possible. On en parlera justement. On va peut-être en parler un petit peu, mais j'ai eu la chance d'avoir des fournisseurs, voire partenaires qui m'ont suivi dès le départ. Donc tout ça faisait que quand j'avais mis toutes les données l'une après les autres, l'une à côté des autres, ça s'est fait presque naturellement, la biscuiterie, et ça s'est fait relativement vite. L'envie était là, il suffisait juste d'y aller, donc j'y suis allé. Ça a été tout naturel. Oui, presque. Tout à fait. Et quand cette histoire a commencé au final ? Donc j'ai mis 6 mois pour définir le business plan et où j'allais aller. Après, il a fallu trouver un bâtiment. Donc j'ai la chance de pouvoir partager, et encore une fois, ça fait partie des choses des fois qui s'alignent, qui doivent se faire, qui ne doivent pas se faire. J'y crois un peu, et je trouve que j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Philippe Mermillot, qui est le patron de la Gerbe Savoyarde, que je remercie encore une fois à ce micro, qui m'a proposé de partager un de ses bâtiments qui se trouve 17 chemin Pierre Morte à Tresserve. Tresserve, oui. Pour les gens qui connaissent, c'est anciennement la Panif, qui s'appelle maintenant le Pain Savoyard. Pour les jeunes du coin, ils savent que c'était là-bas qu'on allait chercher les croissants après avoir fait la fête. Bon, c'est plus le cas maintenant parce qu'on est un peu plus vieux et on fait peut-être un peu moins la fête, on mange moins de croissants peut-être. mais globalement, ouais, c'est à cet endroit. Donc ça s'est fait presque naturellement, le choix du bâtiment. Et encore une fois, les choses devaient se faire, elles se sont faites. C'est un bâtiment qui fait 1500 mètres. J'ai 500 mètres pour moi, 500 mètres pour eux, 500 mètres en commun. On mutualise une partie de l'outil de production, les gerbeurs et autres. C'est super. Je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, ce sont des boulangers super sympas. Ils bossent plutôt la nuit et moi, je bosse plutôt le jour. Donc, globalement, je trouve que le système, il doit être... alors, il est super facilitant pour moi. Les quais de chargement, de déchargement, les chambres froides et autres. Et je trouve que la mutualisation, ça amène quelque chose dans les rencontres, dans le savoir-faire. Je côtoie des gens qui ont 30 ans, 40 ans de boulangerie, et ils m'amènent plein de choses. Et je peux confronter mes recettes, je peux leur faire goûter des choses, et puis je leur apporte aussi une autre vision de l'environnement, de façon de faire. Je pense qu'on s'apporte mutuellement. Et je trouve l'idée bien, et si ça peut être reproduit, je trouve que c'est vraiment une chouette idée, quoi. Donc une mutualisation, ça a été une opportunité qui s'est bien présentée finalement, tout était aligné. Tout à fait. Donc il a fallu, une fois que ce bâtiment a été trouvé, il a fallu créer le labo. Parce que bon, même si je partage le labo chez eux, j'ai mon propre labo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut rentrer dans le labo, il faut avoir les clés. C'est pas parce que vous allez rentrer au Pain Savoyard que vous allez rentrer chez moi. Donc les choses sont quand même bien séparées. Il a fallu construire le labo, trouver les machines. J'ai une façon de raisonner qui est un peu différente, je pense, de la moyenne des gens qui se lancent dans la boulangerie, dans la pâtisserie et autres. J'avais une notion des recettes et autres. J'ai d'ailleurs suivi une formation en CTCPA de Hoche, pour la conduite d'une biscuiterie. Mais j'avais, moi, plus l'envie de connaître les limites techniques des machines avant de connaître et avant d'établir les recettes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez les meilleures recettes du monde qu'elles vont être mécanisables. Même si après la machine ne suit pas. Voilà. Donc j'ai appris à quoi correspondaient ces machines, ce qu'on pouvait en faire, quelles en étaient les limites, pour après définir les produits que j'allais faire. D'accord, ok. Et donc au final, c'était quand
que tout ça a commencé à se monter? On a déposé les statuts en avril 2023. Ouais. On a mis pratiquement un an. J'ai mis pratiquement un an pour tout établir. J'ai la chance aussi d'avoir été suivi par le département, la région et l'Europe en termes de subventions. Donc ça prend du temps pour établir les demandes, les dossiers, etc. Et on ne peut pas faire d'acquisition avant d'avoir l'obtention de l'accord de subvention. Donc on perd 4-5 mois avec tout ce protocole. Mais globalement, pour faire simple, on a commencé à commercialiser les produits en juillet 2024. Donc une petite année après, quoi. Voilà, ok. Donc c'est tout récent. Ouais, ça fait 8 mois qu'on commercialise nos produits. Ça marche. Et du coup, ma question qui me titille depuis le début, Maison Gus, le nom, ça vient d'où? Alors, Maison Gus. Pour ceux qui sont... alors, j'ai été suivi, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la région, le département et puis l'Europe, et également par le réseau Entreprendre. Je leur fais un petit coucou s'ils écoutent, parce que ce sont des gens aussi extraordinaires. J'ai présenté pourquoi ça s'appelait Maison Gus, justement, en faisant un slam. Je l'ai vu, la vidéo. D'accord. Mais allez-y, pour nos auditeurs. Alors, pour faire très simple, je dirigeais un site de production d'œufs à Sona, qui s'appelait à l'époque les 3B, pour ceux qui connaissent. Et on avait une dame qui venait chercher ses œufs, une dame qui à l'époque n'avait pas d'âge, et qui, de ses œufs, on faisait des biscuits. Et elle habitait au-dessus de Vérel-Pragondran. Pour faire ses biscuits, elle faisait ses biscuits, elle laissait ses biscuits refroidir au bord de la fenêtre. Et plein de fois, on était devenus amis. Plein de fois, elle me disait, il faut que tu viennes parce qu'il y a un chamois qui, quand je sors mes biscuits, descend, attiré par l'odeur, et je lui donne un biscuit. Je disais, écoute, ça c'est pour les touristes, tu leur racontes ce que tu veux, mais pas à moi, quoi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un dimanche, je suis allé effectivement déjeuner avec elle. Et on a déjà super bien mangé. Et à la fin du repas, on a effectivement pâtissé, on a fait des biscuits, et on a mis des biscuits à refroidir sur le bord de la fenêtre. Et il y avait l'odeur, elle l'a appelé, et ce fameux chamois qui ressemblait, faut être honnête, à pas un chamois de rêve, il est un peu grand, un peu élancé, pas un super beau chamois, mais son chamois, elle l'a appelé Gus. Ah d'accord. Parce qu'en patois, un Gus, c'est et on le dit de façon commune. Le Gus du village, c'est un mec qui est dans le village, qui traîne, qui est là. C'est pas un mec méchant, mais c'est le Gus du village, quoi. Et elle avait appelé son chamois le Gus. Et puis quand il a fallu trouver un nom pour la biscuiterie dans l'année de création, j'ai fait appel à une agence de com qu'ils appellent Vas-y Paulette à Chambéry. Et je leur ai dit, écoutez, il faut me trouver mon nom parce que il faut que ça, c'est du sens, quoi. Que ça raconte une histoire. Tout à fait. Et il m'avait trouvé différents noms, biscuiterie Miette, biscuiterie Gust, avec un T à la fin. Et après recherche rapide sur l'INPI, on s'est rendu compte que Gust était déjà pris. Je leur ai dit tout simplement, mais moi je connais Gus, un chamois. Je leur raconte l'histoire en 2 minutes. Et Pauline, qui me dit à l'époque, qui est la gérante et la patronne de Vas-y Paulette, me dit, écoute, tu l'as, ton nom c'est Gus. Et Gus, c'est un chamois, c'est pour ça que l'emblème de la biscuiterie, c'est un chamois. C'est un chamois. C'est pas plus simple que ça. Et c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, ouais, tout à fait. Mais encore une fois, comme les choses, c'est venu naturellement, quoi. Et j'ai repris, indirectement, un peu ce que faisait à l'époque cette charmante dame, vieille dame même, elle nous amenait ses biscuits. Autant vous dire que tu mangeais un biscuit, t'avais mangé pour la matinée, quoi. C'est-à-dire que c'était des biscuits plutôt bien beurrés, bien chargés, généreux, comme je peux faire maintenant. D'accord. Et cette dame, vous lui avez présenté la Maison Gus ? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était en 2003. Ouais. C'était déjà une très vieille dame qui n'avait pas d'âge, et malheureusement, elle est partie en 2008. Ah, c'est une pensée pour elle, en tout cas. Alors, pour ceux qui ont vu mon logo en assez gros, si vous regardez dans l'œil du chamois, on voit Rolande, on voit cette dame dans l'œil du chamois.
Moi, j'avais pas vu. Eh ben non, mais ça, il y a que les initiés qui le savent. Oh, et nos auditeurs maintenant. Donc, vous pourrez bien zoomer sur le logo de la Maison Gus. Ah, super, je savais pas ça. C'est un bel hommage, du coup, pour cette dame. Oui, c'est pareil, c'était naturel. C'était naturel, mais tout s'est fait, ça devait se faire comme ça. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire. Moi, je suis bien contente de connaître cette histoire et de l'avoir partagée avec vous, chers auditeurs. Et donc, du coup, vos biscuits sont fabriqués à Tresserve. C'est ça. On a commencé à en parler un petit peu, les valeurs qui vous animent, le partage notamment. Est-ce que vous en avez d'autres ? Ouais, alors moi j'aime bien manger, j'aime bien partager, j'aime les bonnes choses. Et puis je suis toujours, en tous les cas, j'essaye d'être de bon sens le plus possible. Moi, je suis pas un écolo de base. Quand je dis que je prends des produits locaux, c'est pas parce que j'ai envie de travailler du local, c'est juste parce qu'il y a de très bons produits en local et que c'est dommage de faire traverser la France ou voir d'autres pays à des produits, sachant qu'on a des produits souvent meilleurs, certes des fois un peu plus chers, mais je pense que ça vaut le coup. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand ma farine elle vient de chez Philippe Desgranges au Bourget et que j'ai un cœur de Savoie, c'est-à-dire que c'est pas une farine, c'est du blé de Savoie qui est traité au Bourget du Lac, qui revient chez moi. Moi, je viens du monde agricole. Je connais globalement, je dis pas un agriculteur sur deux qui produit du bon blé, mais pratiquement quoi. Donc ça a du sens. Alors j'ai la farine. J'ai tout ce qui est fromage, par exemple. Fromage, c'est la coopérative de Yenne, essentiellement. Le beurre, qui est chez moi un gros entrant, c'est pas la coopérative de Yenne, parce qu'en termes de quantité, ça leur pose un souci. Ouais. Donc j'ai fait appel à l'ENILV, l'École nationale de la laiterie à La Roche-sur-Foron, qui font un beurre qui s'appelle le Centenaire, qui est incroyable. Alors effectivement, c'est pas le beurre le moins cher du monde, mais c'est celui qui a un vrai goût de beurre, quoi, comme on peut le retrouver quand on cherche un vrai goût de beurre. Puis après, pareil. Alors je vais pas faire liste de tous les ingrédients, mais je prends le carton par exemple. Pourquoi aller chercher du carton dans l'ouest de la France où il y a des gros cartonniers alors qu'on en a à La Rochette? Donc tout mon carton vient de La Rochette. Donc jusqu'au carton, on fait du local. Ouais, tout à fait, jusqu'au carton, tout à fait. Ça marche. Oui, on en parlera juste après en fait du local, donc des ingrédients plus précisément. Et est-ce que vous avez, à part les biscuits, d'autres passions? Ouais, oui, j'aime la glisse. La glisse. En général. Ouais. Le ski? Oui, mais pas que. La glisse sur l'eau. Aussi. Du foil, etc. Ouais. Bon, il y a de quoi faire ici. Oui, puis là, ça fait 3 jours qu'on a de bise, alors autant vous dire que samedi, dimanche, j'étais sur l'eau. D'accord. Et ça faisait, je crois que ça fait 4 mois ou 5 mois, je n'avais pas été là-bas à la biscuiterie sur un week-end. Ah oui? Oui. D'accord. Moi, je tendance à travailler un petit peu. Donc, vous en avez parlé juste avant. Vous avez été lauréat du réseau Entreprendre en 2023. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un peu en quoi ça consiste? Eh bien, le réseau Entreprendre, déjà, quand vous êtes au réseau, alors c'est toujours un peu très compliqué à dire, mais il y a une notion de famille qui est là. C'est-à-dire que globalement, vous savez que vous serez épaulé et qu'on pourra vous aider dans n'importe quoi, que ce soit sur un plan purement professionnel ou un plan plus humain. Quand tu crées une entreprise, des fois il y a des gros moments de doute que t'as pas envie forcément de partager avec tes proches, avec tes copains. Il te faut d'autres personnes, et le réseau c'est aussi ça. Alors effectivement, il y a un appui financier parce que c'est quand même pas négligeable, mais j'ai envie de dire que je pense maintenant que le recul pas le plus important. Moi, j'aurais fait mon entreprise avec ou sans réseau. Est-ce que je suis toujours en accompagnement. Est-ce que je l'aurais pérennisé sans le réseau? C'est pas pareil. Je suis pas certain. Oui, c'est plus le partage, le soutien. Ouais, tout à fait. Et puis vous avez, au-delà comme je viens de dire, au-delà du montant qui vous est alloué, qu'il faudra rembourser bien sûr, vous avez un accompagnateur qui est dédié. Moi, j'ai la chance d'avoir eu Alain Collet, que je connaissais déjà par ailleurs, qui était passé par Alpina, qui est passé par la brasserie Mont Blanc, donc qui a très grosse connaissance du tissu local.
Donc ça aide. Et puis on se voit régulièrement et on fait un petit point en se disant tiens, je lui expose mes problèmes. Lui me donne jamais la solution, mais en tous les cas me guide et me conduit vers quelque chose qui peut m'aller en termes de solution. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de contrarier ce que je pense, mais plutôt de me dire pourquoi je le pense et est-ce que c'est la bonne façon de penser. Voilà, tout simplement. Après, à chacun à faire son choix sur les directives ou pas à prendre. D'accord, oui. Non, c'est franchement pour tous les créateurs, je pense que le réseau c'est un réseau quoi, c'est vraiment un réseau. Soutien. Et d'ailleurs pour ceux qui peuvent le faire, parce que je crois qu'il y a encore des places disponibles, jeudi soir qui arrive là, il y a la soirée des nouveaux lauréats, puisqu'il y a une promo par an. Et c'est là où j'ai fait mon pitch en slam. Donc là, les nouveaux lauréats vont pitcher leur entreprise jeudi prochain au Palais des Congrès à Aix-les-Bains. Donc c'est vraiment une grosse soirée et c'est vraiment au-delà d'être très drôle, parce que franchement, on rigole beaucoup. C'est un endroit super agréable pour passer et construire un réseau, quoi. Bon, voilà. Chers auditeurs, vous notez pour jeudi soir, du coup. Et alors, vous êtes combien à la Maison Gus? Vous êtes plusieurs salariés? Oui, on est 5 maintenant. 5, ah oui. On est 5 avec un choix. La partie commerciale n'est pas intégrée à l'entreprise. C'est-à-dire que la partie commerciale, aujourd'hui, ce sont 2 agents, donc ils font pas partie de l'effectif de l'entreprise. Okay. Donc j'ai 2 agents, j'en cherche d'autres sur un secteur un peu plus large. Au niveau national maintenant. Oui. Pour certains de mes produits, on est capable d'aller en national avec certains de nos produits. On va pas uniquement rayonner sur l'arc alpin. Ce qui est plutôt votre champ aujourd'hui de... L'idée de base de l'entreprise et de la biscuiterie, c'était juste faire consommer des biscuits savoyards en savoyard. Ça paraît simple, mais on n'a pas une culture biscuit en Savoie. Il y a aujourd'hui des gens qui font des biscuits en Savoie, plutôt orientés sur le cadeau que ramène à Tati Jacqueline parce qu'elle a gardé le chat et que tu reviens de sport d'hiver, quoi. Rarement des produits de consommation quotidienne de Savoie, quoi. Et l'idée première, c'était de faire des biscuits qu'on pourrait consommer tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a commencé par aussi un déclencheur de la biscuiterie, le petit beurre. On fait un petit beurre, nous, c'est un vrai petit beurre, quoi. Je veux dire par là que on est au-delà des standards du petit beurre qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand vous prenez un paquet de petit beurre chez moi, il est juste 3 fois plus lourd qu'un petit beurre normal. Ah ouais. Ça fait presque 16 grammes. Il est épais. Dedans, il n'y a pas d'huile hydrogénée. Parce qu'on parlait des valeurs tout à l'heure. Moi, je suis sans colorant, sans conservateur. Les produits sont des vrais produits simples. Donc effectivement, quand on trempe mon petit beurre dans un chocolat, dans un café, dans un thé, quand vous le ressortez, il est toujours là. Parce que c'est pas de l'air. Ce n'est pas de l'air, c'est un vrai petit beurre. Alors, un vrai goût de beurre. Un vrai goût de beurre, ça c'est sûr. Et le pourcentage de beurre dedans est assez important, mais c'est gourmand, généreux. Ouais, et puis le beurre, c'est la vie quand même. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, j'ai appris sur votre page Instagram que veut dire biscuit. Parce qu'en fait, il y a une signification derrière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sans trahir de secret de fabrication chez nous, on travaille aussi comme ça. C'est-à-dire que le biscuit, cuit 2 fois. Donc c'est un biscuit qui est cuit 2 fois. Ce nom est très vieux. Puisque je pense qu'on n'arrive pas aujourd'hui à dater le biscuit tellement c'est très vieux. Le biscuit est né tout simplement pour un souci de conservation. Le fait de cuire 2 fois, c'est que plus vous allez assécher le biscuit, plus il va pouvoir se conserver, puisqu'il y aura plus d'eau dans le biscuit. Donc sans eau, pas de bactéries. Et vraisemblablement, à l'époque romaine, on avait déjà des biscuits qui circulaient pour pouvoir alimenter tous ces hommes au combat et qui permettaient de les nourrir tout simplement, quoi. Donc c'est assez ancien en fait. C'est très ancien. Voilà, on pourrait pas le dater, mais voilà. Alors ça doit se dater, mais je suis pas certain qu'il y ait des archéologues qui ont trouvé quelque part des traces de biscuits encore conservés de l'Antiquité. Ok. Donc, justement, on va parler fabrication. Comment sont fabriqués vos biscuits? Alors, sans rentrer dans le très
très technique. C'est à la fois très simple et très compliqué. Comme toutes les recettes. Donc simplement, c'est une base de recette. On prend le petit beurre, par exemple. On a une donnée technique puisqu'il faut passer le petit beurre. Nous, on marque Maison Gus dessus. Ils sont effectivement, on a les petites oreilles. Pour ceux qui jouent au Trivial Poursuite, il y a une question à ce sujet qui est sur le nombre de quel animal qui a 52 dents, 4 oreilles et ça vous parle pas, ça? Je suis pas tombée sur cette question sur Trivial. La réponse, c'est le petit beurre. Donc nous, on a effectivement des oreilles, on a des dents, etc., comme un petit beurre normal. Et on est parti de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti de la réalisation technique du démoulage, etc., pour faire la recette. Et une fois qu'on a trouvé la recette, donc ça met un petit peu de temps, pour être très honnête. Pour le petit beurre, on a bien passé 2 mois à développer la recette. À développer la recette. Ah oui. Parce qu'on avait un CEO aussi, ça fait partie des valeurs. Alors quand on voit, parce que je fais presque 100 kilos, on peut imaginer que j'aime bien tout ce qui est sucré et tout, oui. Mais malgré tout, j'essaye de faire attention au sucre. Et le petit beurre, par exemple, aujourd'hui, on ne saurait pas faire le petit beurre avec moins de sucre. Pour une simple raison, c'est que on a aussi descendu la recette au minimum du minimum sur le sucre. Mais il y a un détail technique, c'est que le sucre, il a un goût. Une fois qu'il a été chauffé, sans parler non plus, ça s'appelle l'effet de Maillard. Donc ce goût de caramel, vanille caramel, ne vient que si le sucre commence à colorer. Si vous n'avez pas de sucre, il n'y a pas de coloration. Il n'y a pas de goût. Donc pas d'intérêt. Donc globalement, on est descendu jusqu'au moment où ça ne marchait plus. Et puis on s'est arrêté là. Alors la facilité ferait qu'on met beaucoup de sucre, ça permet de cuire plus vite, ça permet le sucre, c'est ce qu'il y a de moins cher dans la recette. Mais l'idée, c'est que ce qui doit sortir en goût, c'est pas le sucre, mais c'est l'intervention entre le beurre et le sucre. Et la farine est un support. Mais je veux dire par là que c'est ce qui fait le goût particulier de notre biscuit, où globalement, à tous les gens, quand on a fait nos recettes et qu'on a développé le produit, j'ai fait goûter ce produit forcément à mon entourage. Et j'aime bien faire goûter et pas forcément prendre les avis tout de suite. Je donne le biscuit et je leur dis vous goûterez ça à la maison quand vous aurez le temps, etc. Puis j'ai reçu des textos, les gens me disaient mais ce goût-là, ça me rappelle quelque chose, je sais pas quoi. Je leur dis simplement c'est il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans pour certains, quand tu consommais un biscuit, il avait ce goût-là. Et voilà, c'est le vrai goût du biscuit. C'est globalement ce que j'ai recherché dans l'ensemble de nos biscuits, c'est faire du simple et du bon. Et je pense qu'on s'y approchait sur pas mal de biscuits. On a encore des efforts sur certains biscuits. On est en train de développer des nouvelles recettes là pour fin juin et puis pour novembre. Ça, ce sont les biscuits sucrés. Mais on a également des biscuits salés. C'était ma prochaine question, justement. Voilà. J'anticipe sur la question. C'est ça. Donc on a en sucré, je fais vite le topo de ce qu'on fait en sucré. Donc on a le petit beurre qui est notre produit phare, qu'on décline en plus petit pour le café, avec soit en nature, soit des éclats de caramel, soit des éclats de chocolat. C'est pas mal. Après, nous avons les fourrés myrtille, fourrés framboise, fourrés noisette. On va sortir un fourré citron là en juin. On a après sablé, un sablé tout simple. On a un shortbread. Je sais pas si vous connaissez, shortbread, c'est pas anglais, ça, à la base? C'est anglais, tout à fait, ouais. Alors, j'ai souhaité faire ce produit parce que ça met vraiment en valeur le beurre. Si vous imaginez que le sablé, c'est quelque chose de riche en beurre, c'est rien à côté du shortbread. Oui, c'est ce que j'ai en tête. Quand j'en avais goûté, c'est... le shortbread, c'est juste Alors, la partie du shortbread, c'est une pâte à pain, puisqu'à la base du shortbread, ça, on sait le dater, c'est entre 1650 et 1700, où les Anglais avaient récupéré, les boulangers anglais récupéraient le pain usagé. On faisait une espèce de boule, mettait du beurre dessus et du sucre, et mettait ça au four pour essayer de faire un espèce de petit pain, un shortbread. Et c'est ce qui a donné la particularité de ce biscuit, c'est que c'est un biscuit sucré, mais qui en fin de bouche a un goût de sel. Oui, c'est vrai. Puisque c'est une pâte à pain. Et autre particularité, il n'y a pas d'œuf. Parce qu'il n'y a pas d'œuf dans la pâte à pain. Non, c'est vrai. Ce qui fait la particularité de ce biscuit. Alors, comme ça sur le papier, ça paraît simple, c'est de la farine, du beurre, du sucre, du sel et de l'eau. Bon, autant vous dire que je vous donne ça et vous faites une recette avec.
c'est pas si simple. Ah bah non. Ça a demandé un petit peu de temps pour faire vraiment un biscuit qui tienne la route, aussi bien dans sa forme que dans le temps. Et ça, c'est vraiment un goût de beurre, quoi. Oui, c'est ce que j'ai en tête. J'ai pas goûté le vôtre, mais je pense que là, ça me donne bien envie. Donc, on a parlé du sucré, donc il y a aussi des biscuits salés. Oui. Alors, je fais juste une aparté sur le sucré. On fait également des meringues. Oui. Meringues nature, vanille, éclat de caramel, qu'on est en train de développer. On fait génépi. Oh, oui. On fait chartreuse verte. Bien emblématique de nos régions. Ouais. Et on est également capable de les enrober de chocolat noir. Donc vendredi là, d'ailleurs, on a posté un truc sur Instagram. On a fait une meringue chartreuse verte enrobée de chocolat noir à 70%. Comme on dit chez nous, ça c'est cochon, quoi. Ouais, c'est super bon. Ça, ça donne envie. Ça donne envie, tout à fait. Et donc on a la capacité aussi de faire du chocolat, donc on fait pas mal de choses en chocolat. D'accord. Pour le salé, là on a une gamme qui est assez large puisqu'on a 10 salés différents. Oui. On traite l'ail des ours, la tome, on utilise tous les fromages de la coopérative de Yenne pratiquement. Abondance. Donc, Abondance, Beaufort. On fait un Abondance figue que j'adore. On fait donc on a des produits avec fromage et des produits sans fromage parce qu'il paraît qu'en Savoie il y a des gens qui mangent pas de fromage. Ils sont rares. Hein. Mais on les surveille. Il leur faut un petit peu. Donc on a fait pour ça par exemple on a un produit sans fromage qui est complètement typique puisqu'on fait un produit poivre de timut basilic. Le poivre de timut, c'est un poivre qui n'est pas poivré, mais qui est plutôt agrume. Et on finit avec le végétal sur du basilic. C'est assez surprenant. Pour l'été, ça doit être simple. Hein. Ouais, et puis pour l'été, on va sortir là, on fait un produit, on est en train de le mettre au point avec notre fournisseur d'épices. On fait un truc pimenté. Mais quand je dis pimenté, c'est pimenté. Ah oui. Donc c'est pour les amateurs de sensations fortes. Ouais, c'est-à-dire que quand moi je mange les biscuits, j'ai juste une larme dans les yeux. Ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée, quoi. D'accord. Mais on voulait faire un truc un peu... qui sorte un peu du lot. Ouais, puis qui nous ressemble un petit peu sur la... D'accord. Voilà. Ok. Et ça vous fait combien de recettes, tout ça, au total ? Beaucoup. Aujourd'hui ? Beaucoup. Un ordre d'idée, une 15, 20 ? Non, on est une trentaine. Une trentaine de recettes, ouais. Ah ouais. Et en plus, vous continuez à étoffer la gamme. Le problème, c'est que j'ai une équipe et des collaborateurs qui sont presque aussi innovants. Passionnés que vous. Passionnés, innovants. J'ai presque envie de dire un peu... Au-delà d'être des têtes de pioche, et je les salue tout de suite parce que j'en profite, parce que comme je travaille avec des grosses têtes de pioche, et je sais qu'ils m'écoutent, donc ça va les faire sourire. Mais ouais, j'ai une équipe qui donne envie aussi de faire des choses nouvelles. Ils ont des nouvelles idées toutes les 10 minutes. Donc on s'était dit qu'on sortirait un produit nouveau tous les trimestres. Oui. Je crois qu'on doit avoir 2 ans et demi d'avance. Oui, puisque vous me dites, oui. Ouais, c'est ça. En 8 mois, une trentaine de recettes déjà. Ouais, mais c'est l'envie aussi de faire goûter des trucs, de faire... Et d'innover. Ouais, et puis, donc tous ces produits sont pas encore sur le marché. Certains... peut-être d'auditeurs ont eu la chance de pouvoir les goûter parce qu'on a une boutique sur place. Oui, j'allais y venir justement. Ouais, vous voyez. Ouais, vous me devancez. Ouais, donc on a une boutique sur place qui est donc 17 chemin de Pierre Morte, ouais. À Tresserve. Pour les gens qui connaissent, c'est la montée de Tresserve du rond-point du Golfe. Ouais. On monte, on passe les rails, et c'est tout de suite à droite. On voit un gros panneau marqué Gus, c'est chez nous. Donc on est ouvert le mercredi après-midi de 13h à 18h30 et le vendredi 13h également de 13h à 18h30. C'est souvent l'endroit où les gens viennent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. Alors il y a du déclassé, il y a des petites choses qu'on trouve pas dans les magasins. Et il y a aussi tous nos essais. Ah oui, en plus. Donc vendredi là, il y a plein de gens qui ont goûté. On a fait des trucs, on a enrobé des trucs parce on sait aussi enrober. Donc on peut enrober des amandes, des pistaches et d'autres graines. Et on a fait ça, on a fait goûter vendredi après-midi à plein de gens pour avoir tout simplement le retour en direct. Puis souvent, comme on en a fait, parce que c'est compliqué d'en faire des petites doses, ils repartent avec un sac et ils sont contents, et puis nous aussi. Et puis ils nous disent tiens, je préfère ça, je préfère comme ça. Et puis oui, au moins ça permet d'avoir des retours en direct. Tout à fait. C'est la meilleure façon de faire.
Tout à fait. Mais tout le monde n'est pas obligé de venir chez nous. On est présent dans les magasins. C'est aussi l'une de mes questions. Du coup, on peut vous retrouver dans certaines grandes surfaces, je crois. Alors, on peut nous retrouver effectivement dans certaines grandes surfaces du coin. On est présent chez Leclerc, on est présent chez Système U, donc à la Ravoire ou à la Motte. On est présent dans certains carrefours également. Carrefour Aix ou Yenne, pour en citer quelques-uns comme ça. Mais on est aussi présent dans d'autres endroits, dans Aix, dans certaines petites boutiques. On est présent au Jardin des Plantes, on est présent, on peut être présent dans différents points de vente. Et j'en profite de peut-être qu'il y a certains qui m'écoutent, de les remercier de nous faire confiance, parce que quand on arrive, c'est pas toujours simple de faire confiance à une entreprise comme la nôtre, avec peu de recul, avec même si on a beaucoup d'envie, c'est pas il y a des gens, on a rencontré des gens assez formidables qui globalement nous ont laissé qui vous ont fait confiance, proposer ces produits-là dans le rayon, et c'est quand même formidable. Je pense qu'ils vous ont vite le retour. Vous proposez des produits de qualité, donc il n'y a pas de raison qu'après ça se développe pas davantage en plus. On verra bien. De bons produits, de bonnes matières premières pour de bons biscuits. Et puis il y a simple et efficace. C'est ça. Et alors il y a avec un petit point de détail supplémentaire, c'est qu'on a aussi décidé de super bien se placer en termes de tarifs. L'avantage de la matière première locale, des fois où on est capable aussi d'acheter correctement, donc ça permet d'avoir un retour direct pour le consommateur, puisque dans le souhait de faire consommer des biscuits savoyards ou savoyards, il faut les placer en termes de prix. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on compare au kilo nos produits à des marques nationales, on n'a pas à rougir du tout, voire pour certains produits. C'est bien de le préciser. On est bien en dessous. Je parle bien au kilo, on est bien en dessous. Et regardez les compositions derrière, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Voilà. Tout est dit, en tout cas. On peut vous suivre sur les réseaux, donc Instagram. Alors, sur Instagram, pour l'instant, uniquement. Et on aura notre site... J'ai vu qu'il était pas encore en ligne. Ça y est, vas-y Paulette, l'agence a terminé le site. Je l'ai vu vendredi. On est en correction. Je pense que dans 10 jours... il sera opérationnel. Et du coup, on va faire un peu plus de communication autour de la marque Gus. D'ici une dizaine de jours, via Insta, via Facebook, que moi, j'ai pas encore, parce que je suis une grosse quiche en réseau. Mais ça arrive. Bon, on a hâte de voir tout ça. Bon, on va faire un petit jeu pour finir. C'est une petite tradition chez nous. Pour apprendre à mieux vous connaître, il faut répondre spontanément. Lac ou montagne? Glisse. Les deux, quoi. Salé ou sucré? Salé. Hiver ou été? Été. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Ville ou campagne? Campagne. Apéritif ou goûter? Les deux. Il faut en choisir qu'un, normalement. Apéritif, alors. Fromage ou dessert? Dessert. Et fruité ou chocolaté? Chocolaté. Et voilà. Comme ça, on vous connaît un peu mieux, Jérémy. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue sur Radio Grand Lac, de nous avoir partagé cette passion pour vos délicieux biscuits made in Savoie. À Tresserve, je rappelle, je redonnerai toutes les informations à la fin de l'émission. Et nous allons, après une courte pause musicale, passer le micro à Sébastien qui va nous présenter le restaurant L'Atelier d'Élise à Aix-les-Bains. Restez avec nous. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Pour les retardataires, on a échangé avec Jérémy Coltier de la maison Gus dans la première partie de l'émission, qui confectionne avec amour de délicieux biscuits salés et sucrés à retrouver à Tresserve et dans pas mal de grandes surfaces de la région. À présent, nous allons échanger donc avec Sébastien Guignet. Bonsoir. Qui va nous présenter le restaurant L'Atelier d'Élise. Merci beaucoup pour votre venue dans nos studios. Avec plaisir. Comment allez-vous? Ça va super bien, on a eu une belle histoire avec Jérémy, c'était parfait. Oui, on va passer à votre belle histoire à vous maintenant. Donc comme pour Jérémy, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, présenter un peu votre parcours? Oui, alors moi j'ai 50 ans, bientôt 51. J'ai un parcours très atypique, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis restaurateur depuis 2019. Avant j'étais
pendant 15 ans. Alors, tous les gens qui vont m'écouter vont se marrer, mais assureur. Hein, donc, oui, un revirement. Moi, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps, de devenir restaurateur. Beaucoup d'amis qui faisaient ce métier-là. Et puis après pas mal d'années à réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec mon épouse Guillaume, parce qu'on est ensemble, on est associés avec mon épouse depuis toujours, on est dans les assurances et puis maintenant dans la restauration. On a passé le cap comme un peu Jérémy, on dit à 45 ans, c'est on le fait maintenant ou pas, et puis voilà, on l'a fait et on a revendu notre cabinet pour racheter une très belle affaire en station d'abord, dans un premier temps, à La Plagne. Ok. Donc, qui s'appelait le Matafan, c'était une très belle affaire en station à Belle-Plagne. Tant qu'à faire, on nous avait dit, tant qu'à faire, te lancer à la restauration, vas-y franchement, et on a pris une grosse affaire où il y avait 20 salariés. Ouais, c'était un très bel endroit. Et du coup, on s'est lancé là-dedans, été 2019, et comme tout le monde l'a vécu, hiver Covid, 2020, Covid, le 14 mars, etc. Voilà. Bon, malgré tout, on a passé une super expérience, ça nous a permis d'apprendre le métier et de repasser des saisons été-hiver là-haut. Et ensuite, pour des raisons personnelles, on a préféré redescendre dans la vallée et prendre une affaire à l'année dans la vallée pour plus de confort de vie. Voilà. À Aix-les-Bains, voilà, où il fait bon vivre toute l'année. Voilà, ça marche. Et du coup, l'atelier d'Élise. L'atelier d'Élise. Qu'on tient depuis mai 2023 maintenant. D'accord. Ça fera 2 ans au mois de mai. Voilà. Ça fera 2 ans au mois de mai que vous avez repris donc l'atelier d'Élise. Est-ce que c'était... Donc pourquoi ce revirement? Est-ce que c'était une passion, la cuisine, au départ? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout cuisinier. On adore recevoir les gens et on adore cuisiner, mais je suis pas du tout cuisinier. Et non, c'était vraiment une envie on a toujours aimé recevoir beaucoup à la maison avec mon épouse, etc. Et du coup, on avait vraiment cette envie-là personnellement, j'avais vraiment cette envie-là de monter sur un restaurant, faire plaisir aux gens. Un peu à l'inverse des assurances, où les assurances, on fait beaucoup de services, mais c'est pas vraiment un plaisir pour nos clients, c'est sur une obligation. Là, pour le coup, les gens viennent de leur propre chef dans notre restaurant et ils se font plaisir ou pas, mais en tout cas, ils se font plaisir en majorité. Et nous, on a envie de faire plaisir, en tout cas. Voilà. Et c'était un peu le but de venir dans ce métier-là. Voilà. On retrouve la notion de partage qu'on avait vue avec... Quand on se lance dans des projets comme ça, où Jérémy... c'est ça, si on n'est pas là-dedans, si on n'aime pas les gens, c'est pas possible de se lancer dans des projets comme ça. Complètement. Alors, combien de personnes travaillent à l'atelier d'Élise? Alors ça, c'est important parce que c'est aussi partie du projet. L'atelier d'Élise, on a une dizaine de salariés à l'année. Oui. Et puis on monte à une quinzaine durant les périodes d'été, avec des jeunes extras ou d'autres. Et puis voilà, donc une dizaine de CDI fixes. Ok. Et puis, on peut monter jusqu'à 15 l'été. Voilà. 15 l'été, parce que vous pouvez avoir jusqu'à combien de couverts, du coup? Alors, les périodes comme des gros week-ends, dans ce moment, quand il fait très beau, on peut faire des services. Ce week-end, on a fait des services à 200 couverts. On n'a pas encore dépassé le seuil mythique des 300 couverts sur un service, mais on l'a fait l'été dernier sur 280 couverts. Ouais, donc ça commence à faire. Ça fait des beaux services à midi. Ouais. Après, en moyenne, on fait plutôt entre 90 et 100 couverts par service. Voilà. Donc ça nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre, avec une belle équipe en cuisine. Donc ils sont 5 actuellement, ils vont être 6 voire 7 au mois d'août, avec un chef, un second. Donc une belle équipe avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont de l'expérience. Vraiment une super expérience avec eux, une belle équipe. Et puis en salle, ils sont 4, 5, pareil, avec des gens d'expérience qui nous ont suivis dans nos projets, et plus des jeunes qui y entourent tout ça, et ça fait une superbe équipe que je remercie tous les jours, parce que s'ils m'écoutent, vraiment on passe de bons moments, et avec une belle motivation qu'ils ont eux, et c'est très bien. C'est la clé, la motivation et la passion aussi. Tout à fait. Donc quand vous avez repris le restaurant, je crois, vous avez fait des travaux, ou c'était l'an passé? Oui. Le restaurant, donc le thème du restaurant maintenant depuis 2 ans, on a fait un bistrot alpin. Donc on essaie de retrouver les spécialités régionales. Alors pas que le fromage, on va dire. Donc c'est lac et montagne. On parlait de lac et montagne. Donc on va retrouver des spécialités du lac, des poissons, etc., des poissons de lac, et puis aussi nos spécialités savoyardes. Donc vous parliez tout à l'heure de la fondue savoyarde en œuf. La fondue savoyarde, on a du reblochon, on a des spécialités purement savoyardes pour qu'on puisse voilà. Et bistrot alpin, on se donne même aussi l'opportunité d'aller aussi vers l'Italie, vers la Suisse. Donc tout ce qui est les Alpes. Donc actuellement, là cet hiver, on a eu un dessert qui était hyper sympa, les tuiles Val d'Oten qui venaient d'Aoste. Et donc on est dans les Alpes italiennes, mais voilà, c'est une idée que j'avais proposée à la cuisine Puis ça change un peu. Voilà, et qui a cartonné d'ailleurs. Voilà, c'était ça m'étonne un dessert qui a cartonné. Ouais.
Justement, donc on va parler un peu plus de la carte. Donc vous travaillez avec des partenaires locaux du coup pour vous fournir sur certains produits. Ouais, beaucoup. Alors ça peut être les produits locaux avec des partenaires locaux. Après ça peut être des partenaires locaux et des fournisseurs mais qui ont des produits qui viennent d'ailleurs. On privilégie beaucoup les gens du coin, entreprises du coin, que ce soit par exemple si je vais les citer parce que pour la boucherie c'est Alpe Viande à Chambéry qui nous fait de la viande magnifique. On a la maison Cavaillé pour les vins, on a la brasserie des Cimes pour la bière. On a choisi qu'on a pratiquement exclusivement à la carte. On a pour la fondue, on parlait de la fondue, c'est la fromagerie Cochette. Là on est plutôt en Haute-Savoie. C'est des gens qu'on avait déjà à la Plagne et qui font un super mélange de fondue pour nous et qui cartonne, qui est très bon. On a la brasserie, j'ai déjà dit. On a aussi Parpillon pour les poissons. Le pêcheur Parpillon envoyé au Bourget du Lac qui nous fait régulièrement du filet de perche, des petits perchots du lac là qu'on a eu il y a 2 semaines qui ont cartonné en friture. C'est bon ça. Et là on va mettre à la carte pour cet été le lavaret du lac. Le lavaret, le lavaret entier qu'on mettra à la carte. Donc une belle pièce à mettre à la carte qui met en avant les produits d'ici et les produits du lac. Voilà, lac et montagne. Voilà. Vous fonctionnez un peu avec les saisons, plutôt des produits de saison? On essaye, on change la carte à peu près à chaque saison. À chaque saison. Changement de carte. On est en train de préparer la carte du printemps. On va la changer au 14 avril. On est dessus, là. On est tous en train de travailler dessus pour trouver des choses. Bon, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Et puis des choses qu'on essaie des nouveautés. Après, on a du mal à enlever les best-sellers, comme on dit, parce que les clients nous les réclament. C'est quoi, par exemple, comme best-seller? On a eu le tartare. Là, on va remettre le tartare de truite qu'on avait enlevé. Par exemple, le tartare de truite. On avait mis le gravlax de truite l'année dernière qui avait cartonné aussi. Là, on va remettre le tartare. Mais j'imagine qu'on va nous demander le gravlax parce qu'il avait cartonné. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on essaie quand même de diversifier pour pas que les gens se lassent. On a beaucoup d'habitués, donc qu'ils aient une carte qui change un petit peu, voilà. Et après on a l'escalope savoyarde qui cartonne tous les week-ends. On a quand même des plats comme ça qu'on ne peut pas enlever de la carte. Que vous pouvez pas enlever de la carte, voilà. Est-ce que vous avez des plats adaptés pour les régimes un peu spécifiques, végétariens, sans gluten peut-être? On essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc on a effectivement un burger végétarien, donc qui est pas forcément, mais qui marche très bien, qui cartonne. On met pas la petite galette de faux steak. C'est que du légume et du pain avec du fromage du coin, qui fait que le burger végétarien est très sympa. Oui, ça change un peu. On a aussi toutes les choses à base de fromage, ça qui sont sans gluten, etc. On essaie de faire plaisir, même si on est quand même très axé charcuterie, fromage. Oui, c'est la région aussi. Voilà, on n'est pas très. On fait pas trop dans le light quand même. Voilà. Même si on a notre poisson, on a toujours un poisson à la carte, toujours des choses qui permettent de faire plaisir à tout le monde. Voilà. C'est juste pour dire qu'à tous les auditeurs sont les bienvenus à l'atelier d'Élise. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Donc, on va donner d'autres exemples. Friture de filet de perche. Personnellement, j'adore. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, des plats alpins, tartiflettes, fondue, burger. On a parlé des succès du moment. Et est-ce qu'il y a, on a parlé ceux que vous n'enlevez jamais de la carte, mais est-ce qu'il y a vraiment une recette signature, l'atelier d'Élise? Ou une ou des recettes? Alors, pas vraiment, mais on a les filets de perche qui sont au bord du lac, mais ça, je pense que tous les restaurateurs du bord du lac ont fait les filets de perche, et voilà. On a quand même notre fameuse escalope savoyarde qui fait. Et c'est quoi en fait, justement? En fait, c'est drôle, on l'a fait au four. C'est une escalope de poulet avec du fromage de Savoie, du jambon de Savoie, le mélange à fondu dessus, etc. Et avec de la crème, bien sûr. Généreux. Et un peu de champignons, et qui fait que cette escalope, elle cartonne, quoi. Voilà. Oui, c'est assez original. Enfin, moi, je l'ai pas vu ailleurs, en tout cas. Ouais. Pas comme ça, en tout cas. Pas comme ça. Ouais. Ça marche. Après nos poissons, l'année dernière, le gravlax de truite qui est pas commun. C'était vraiment une recette incroyable que les gens ont vraiment apprécié. Voilà. Dès qu'on travaille de la base de truite, on essaie de travailler des poissons du lac, etc. Voilà. Vous proposez des formules, j'imagine, peut-être des formules du jour. On a une formule du jour qui est hyper importante pour nos habitués, notamment pour les travailleurs qui viennent le midi. On essaie de rester sur des prix très très raisonnables. Donc ça c'est important pour nous, pour justement à midi tous les ouvriers et autres personnes viennent se profiter d'une formule entrée plat dessert à 19,90 €. Oui, c'est vrai que c'est vraiment bon rapport qualité-prix. Pour retenir ces prix, on essaie de, malgré tout, tout en ayant des bons produits, de maîtriser les croûtes. Mais on y arrive chaque midi et les gens sont contents de ce qu'on propose à midi. Voilà. C'est bien. Et vous avez une formule du pêcheur aussi, il me semble. Tout à fait. Qui va peut-être disparaître, mais oui, c'est les filets de perche avec un dessert. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà.
Donc, côté boisson, on en a parlé. Vous travaillez donc avec une brasserie locale, le Cavalier aussi pour les vins. Cavalier, les vins Perrier aussi, oui. Et distributeur aussi, Alpedi, j'aime bien le dire parce que c'est un distributeur qui distribue toutes les boissons qu'on trouve dans un restaurant. Mais ils sont quand même à Aix-les-Bains, ils font travailler des gens d'Aix-les-Bains, donc c'est important de les faire travailler. Oui, c'est vrai, c'est bien de le mentionner. Est-ce que vous faites aussi des menus spéciaux pour les fêtes ? Je dis n'importe quoi pour la Saint-Valentin. On fonctionne beaucoup avec des suggestions. D'accord. Donc on aura des suggestions pour les fêtes. On a des suggestions tous les week-ends, des suggestions qu'on propose vraiment en plus. Ce week-end, on avait une entrecôte. On a souvent les perchauds du lac quand papillon, on peut nous les faire. On a régulièrement des suggestions, des gambas. On fait suggestions du chef. Voilà, suggestions côte de bœuf. On fait de l'andouillette. On a fait plein de choses en suggestions. Donc ça, tous les week-ends, vous aurez des suggestions. Et effectivement, à chaque événement, on essaie de faire alors c'est pas un menu, mais des suggestions entrée, plat, dessert pour des événements. Autour d'un thème. Dessert, voilà. De proposer. Ok, ça marche. Mais en tout cas, par exemple, pour le 31, nous, on propose la carte. Les gens viennent passer une belle soirée, mais ils ont la carte. On fait pas de menu à très cher. Et les gens viennent passer un bon moment. Ils peuvent c'est bon à savoir. Faire le 31 avec une fondue et repartir. Aussi bien. Ils passent une belle soirée comme ça. Complètement. Quelque chose de convivial qu'on partage. Ah oui, on reste très simple. Ouais. Mais c'est ce qu'on aime, nous. Et vous faites aussi, j'ai cru voir, de la restauration d'entreprise, non ? On a des groupes, non. On fait régulièrement des groupes parce qu'on a une capacité qui permet de le faire. D'accord. Donc régulièrement, les entreprises nous sollicitent pour faire des groupes, des repas d'entreprise, c'est ça. De fin d'année, début d'année, etc. Donc on a cette capacité-là, effectivement, en salle ou en terrasse d'ailleurs. On peut privatiser. Pour accueillir des grands groupes, jusqu'à 50 personnes, etc. Oui. D'accord. Privatiser éventuellement. Éventuellement, c'est possible aussi. C'est possible aussi, oui. Ok, c'est bon à savoir. Comment faire pour réserver ? J'imagine qu'il y a des temps un peu chauds, même si vous avez quand même pas mal de couverts. Est-ce qu'il faut aussi prendre suffisamment à l'avance ou... Pour les week-ends, il est impératif de s'y prendre à l'avance, notamment le dimanche midi, samedi soir, samedi midi, on est très chargé, vendredi soir. Après la semaine, c'est plus light. C'est plus light là, donc vous pouvez réserver soit par le site internet. Soit par téléphone, durant les horaires d'ouverture, et aussi par Google. Vous pouvez par Google aussi. Via la plateforme ZenChef, vous pouvez faire vos réservations directement en ligne. Voilà. Et après, on vous accueille au téléphone avec plaisir, bien sûr. Voilà. Là, il y a un beau week-end qui s'annonce. Oui. Donc, une belle semaine. Une belle semaine. Donc, normalement, il va y avoir du monde. Ouais. Après, le Grand Port, il est rythmé au rythme on est au rythme des événements et puis du beau temps. Donc, mais c'est vrai que vous êtes vraiment pas loin du port, qui est un quartier vraiment magnifique. C'est chouette d'être là-bas. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, pour développer l'atelier d'Élise ou... Alors là, on est déjà dans une bonne phase de développement parce qu'on a refait donc toute la salle. Ceux qui connaissaient avant l'atelier d'Élise, l'atelier d'Élise, ça fait 15 ans que ça existe. Avant, il y a les plus anciens d'Aix-les-Bains vont dire, il y avait le canoë aussi ou le Salmon Shop. Donc c'était tous ces. je savais pas. Voilà, ça s'appelait. Le canoë était très festif. L'atelier d'Élise a été créé par Jérôme et Laverio et Élise. D'où le nom, l'atelier d'Élise. Ok. Et il y avait une salle déjà qui faisait très chalet pour ceux qui connaissent. Moi, j'y étais allé dans un chalet. C'est un décor, donc c'est un décor. Donc là, on l'a refait, on l'a modernisé, on a changé les couleurs, on a changé tout le mobilier, on a beaucoup joué sur l'acoustique. Donc on investit beaucoup sur l'acoustique pour que ce soit moins bruyant, plus agréable, etc. Avec une partie chaise haute qui permet aussi de partager des planches, des plats à partager. Donc ça, c'était un pari parce que il fallait se lancer là-dedans, qui a marché parce que nous on a beaucoup développé le restaurant l'hiver. On fait un gros développement d'hiver, on continue à faire ce développement d'hiver parce que l'enjeu il est au Grand Port, c'est l'hiver. Parce que l'été on a le monde qui vient un peu tout seul. Oui, c'est ça. Mais l'hiver un peu moins vrai. Et donc c'était cette salle et cette atmosphère en fait que du coup les gens se plaisent beaucoup à l'atelier d'Élise le soir et durant l'hiver où ils viennent un peu cocoon manger une fondue ou partager des plats. Dans cette salle qui a été rénovée, voilà. Ambiance chaleureuse, conviviale, chic et conviviale. Voilà. Ça marche. Donc on vous retrouve 45 boulevard Robert Barrier, à Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous redonner les jours et horaires d'ouverture ? Alors nous sommes ouverts un peu d'une façon atypique. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. C'est une décision qu'on avait prise aussi en reprenant l'atelier d'Élise. On est ouvert 7 jours sur 7, comme ça les gens ne se posent pas la question de savoir si on est ouvert ou pas. Et on est ouvert midi et soir. On n'est pas ouvert l'après-midi parce qu'on n'a pas de. Ça reste les horaires classiques du midi et du soir. On fait le service du midi, le service du soir. Pour boire un coup l'après-midi, il y a des belles terrasses devant qui sont là. Voilà, on fait une coupure l'après-midi.
D'accord, oui, il faut, voilà. Parce que 7 jours sur 7. Mais en tout cas, c'est juste une fermeture de 3 semaines sur la fin novembre, début décembre pour faire souffler un peu tout le monde. Souffler un peu avant les fêtes de fin d'année. C'est ça. Ça marche, ok. En tout cas, c'est bon à savoir, ouvert le lundi également, parce que souvent c'est lundi. Même le dimanche soir, même si des fois c'est très calme, mais vous êtes les bienvenus le dimanche soir. Et voilà. Via nos auditeurs, vous saurez que vous pouvez y aller le dimanche soir, ou même le lundi, ou même n'importe quel autre jour, en fait, au final de la semaine. Est-ce qu'on peut vous suivre sur certains réseaux sociaux ? Alors on essaie d'animer ça. On est présent sur Facebook, sur Instagram. Moi, on diffuse les plats du jour de la semaine tous les lundis avec un rappel le mercredi. Et puis on essaie de travailler là-dessus. Alors comme Jérémy le disait, j'ai 50 ans, on n'est pas la génération Instagram vraiment, mais on essaie quand même de s'y mettre et voilà, on essaie d'être présent sur les réseaux effectivement. Mais au moins pour que les auditeurs voient les derniers. On a un site internet, ils peuvent voir. Voilà, le menu est à jour, les horaires sont à jour, etc. Bon, parfait. À votre tour de refaire notre petit jeu. Oui. Donc, on répond spontanément. On n'a pas le droit de répondre les deux. Alors, salé ou sucré ? Plutôt salé. Hiver ou été ? Été. Dessert ou café gourmand ? Dessert. Et puis, c'est pas les mêmes questions. C'est pas les mêmes questions. Couche-tard ou lève-tôt ? Plutôt lève-tôt. Ouais, forcément. Lac ou montagne ? C'est dur. Lac. Fruité ou chocolaté ? Plutôt chocolat. Entrée plat ou plat dessert ? Entrée plat. Ouais, moi pareil. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien, d'être venu dans nos studios nous présenter l'atelier d'Élise. Donc, si vous cherchez un restaurant à l'ambiance chic et conviviale, n'hésitez pas. Ouvert 7 jours sur 7, 45 boulevard Robert Barrier à Aix-les-Bains. Donc, pas très loin du Grand Port. Est-ce que je peux juste rajouter? Bien sûr. Je voulais remercier tous nos clients qui nous suivent depuis le monde. Tous les jours, on a des nouveaux clients qui découvrent le restaurant, ce qui est marrant à Aix-les-Bains. Et tous les jours, les gens sont contents. Donc, on remercie tout le monde pour tous les bons avis qu'on nous met. Et puis, je remercie aussi toutes mes équipes parce qu'on a une superbe équipe qui permet de faire tout ce qu'on fait depuis 2 ans. Voilà. Merci à vous de nous ouvrir les portes de l'atelier d'Élise. Vous êtes tous les bienvenus. Moi, j'y suis déjà allée. J'y retournerai avec plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Et pour rappel, donc on a aussi reçu dans la première partie de l'émission donc Jérémy Coltier de la maison Gus. Si vous cherchez de délicieux biscuits salés ou sucrés made in Savoie, rendez-vous 17 chemin de Pierre Morte à Tresserre. Vous avez un magasin d'usine ouvert le mercredi et le vendredi après-midi entre 13h et 18h30. Prochaine émission sur Radio Grand Lac en direct demain à 11h, émission spéciale Windalps. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, le 7 avril, avec Marie-Aurore et Axel qui vont nous présenter Cacao, un artisan chocolatier bien connu sur Aix-les-Bains, parfait à l'approche de Pâques. Et j'aurai l'honneur également de recevoir Élodie Lee, donc chef aux cuisines du Château Brachet à Aix-les-Bains. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio.